Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est un plaisir d'être à vos côtés pour un nouveau podcast de Ma Ligue 2. On va revenir bien sûr sur la deuxième journée du championnat qui s'est déroulé ce samedi avec les 10 matchs. Retour notamment sur le tout premier point de l'histoire du monde professionnel pour le Pau FC. On sera d'ailleurs avec Anthony Scaramozzino, c'est le défenseur palois. Il nous rejoint dans un instant. Toute l'actualité du championnat au programme avec notamment cette surprise, le départ de Sylvain Didot au poste d'entraîneur à Guingamp et l'arrivée de Mecha Bazderevich. Pierre-Henri Dufay, qui est journaliste pour Radio Bonheur, qui suit le club breton, sera aussi avec nous. On parlera mercato, de la nomination d'Olivier Piqueux à Caen. Et puis, en fin d'émission, cette question, qui pour battre Laurent Masure au quiz Ma Ligue 2? Laurent Masure, justement, est avec nous. Dorian Vemel, Philippe Dechter également. Bonjour, messieurs. Salut Maxime. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Dorian, ça va? Prêt pour le quiz? En pleine forme, ouais. Je l'ai encore en terre de la gorge de mon erreur bête la semaine dernière, donc je me Bien tiens sûr. prêt. Ouais, vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur notre page Facebook, ce quiz et toute l'émission de la semaine dernière. Bon, les résultats de cette deuxième journée, avec le match nul de Nancy face à Guingamp, la victoire de Caen contre Ajaccio en ouverture, large succès de Grenoble contre Toulouse 5-3, victoire à domicile du Havre, de Sochaux, du Paris FC, succès d'Auxerre à Châteauroux, enfin nul entre Pau et Rodez, entre Dunkerque et Clermont et entre Niort et Chambly. Votre temps fort, messieurs. Dorian, on va commencer avec vous. C'est Nancy-Guingamp, match très intéressant qui s'est terminé sur le score de 2-2. Je me suis pas ennuyé pour ce match. 0-0 à la mi-temps, 2-2 en fin de match. Donc, franchement, une superbe rencontre, assez ouverte. Et moi, mon fait marquant, c'est ce qui m'a marqué. C'est le gardien de Guingamp, Nicolas Larsen. Alors là, j'ai vraiment pas compris son match. Franchement, je le dis, ça doit faire quoi, 7-8 ans que je suis la Ligue 2. Je pense que c'est le pire gardien que j'ai vu sur un match. Je À ce parle. point-là? Ah ouais, non, mais franchement, sur un match. Alors, il a été recruté, je pense qu'il a dû faire des bonnes performances. Visiblement, moi, j'avais pas trop suivi Guingamp en préparation. Laurent l'a un peu plus suivi. Visiblement, il avait été plutôt pas mal en prépa. Mais alors là, c'était catastrophique. Mais en Ouais. fait, au bout de 5 minutes, j'ai même mis un tweet en me disant il est pas du tout à l'aise avec ses pieds, ce gardien. En fait, ça, déjà, ça m'a sauté aux yeux. C'est ce qui dégageait, comment dire ça, son allure, physiquement. Je le sentais pas du tout présent, en fait. Au début de match, voilà, Guingamp monopolisait plutôt le ballon, faisait tourner. Et en fait, à chaque fois qu'il avait le ballon dans les pieds, on le sentait déjà en panique. Alors qu'il n'y avait rien. Je me souviens, il fait 2-3-6 mètres, il envoie directement en touche à l'opposé où il n'y a personne. Je me suis dit, voilà, il y a un problème avec ce gardien, c'est trop bizarre. Après, ça peut arriver d'être pas très en confiance au pied et d'être énorme sur sa ligne. Mais alors là, c'était un festival. Franchement, j'ai rarement vu ça. Je lui ai mis 2 dans les notes parce que en fait, il a jamais rassuré sa défense. Il communique. Je pense qu'il a encore beaucoup de mal avec la barrière de la langue. Donc, il communique très peu avec ses défenseurs. Donc, il rend fébrile ses défenseurs parce que 2-3 fois, ils se courent l'un vers l'autre et en fait, le défenseur ne sait pas s'il doit protéger son ballon, dégager. C'est arrivé au moins 2-3 fois. Puis les sorties aériennes, une catastrophe. Il plombe le match de Guingamp. Donc voilà, moi, je suis tout à fait d'accord. Nancy, pour moi, quand Guingamp a pris l'avantage, je me suis dit Nancy marquera jamais. Ils n'avaient pas une occasion dans le jeu. Et puis, coup de pied arrêté, où il est sur sa ligne. Le coup franc, il est bien frappé, mais il est sur sa ligne et on dirait qu'il saute à l'horizontale, mais il décolle pas. Et Piron marque de la poitrine. Et derrière, il y a un corner au deuxième poteau où il oublie ses mains, quoi. Enfin, c'est malheureux pour un gardien. Et donc voilà, 2-2 au final. Et ça, plus l'erreur de Niort, voilà, il coûte le début de saison de Guingamp. Donc j'espère vraiment que, je sais pas si c'est un manque de confiance ou quoi, mais moi j'ai vraiment l'impression que, je le dis, au bout de 5 minutes, je me suis dit, je trouve assez fébrile et je me suis dit, le match va être long pour lui. Donc, espérons qu'il reprenne confiance parce que sinon, ça va être compliqué. Ouais. Larsen, le nouvel ami donc de Dorian Vemel, on l'aura bien compris. Ils vont passer leurs vacances ensemble sans doute. En tout cas, on aura l'occasion de parler un peu plus longtemps de Guingamp d'ici quelques minutes avec l'un de nos invités, Pierre-Henri Dufay. Laurent, le fait marquant pour vous ce week-end, c'est un fait de jeu qui s'est déroulé dans la rencontre Dunkerque face à Clermont. Ouais, et je vais baptiser l'arbitre de cette rencontre, Mathieu Vernis, qui a arbitré son premier match en Ligue 2 après quelques années du côté du National 1. Et donc, il a sifflé avant la mi-temps un pénalty en faveur des Dunkerquois, un pénalty totalement inexistant pour une supposée main de Yoann Gatien dans sa surface. Alors,
ce qui me dérange, en fait, c'est que dans le doute, parce que l'arbitre ne pouvait pas être certain de ce penalty, Yoann Gatien avait le dos tourné à lui, le poitrail tourné vers son propre but, et le ballon arrive de la gauche. Il le contrôle avec son ventre, sa poitrine, et il a un geste de la main, mais la main part. Enfin, à un moment, il ne peut pas se couper le bras. Et ça donne l'interprétation que le ballon a été touché de l'épaule, du bras. Et dans ce doute-là, qui est quand même assez important, l'arbitre désigne le point de pénalty. Qui plus est, il met un jaune à Pascal Gatien, pardon, le coach clermontois qui proteste. Bon, on sait que Pascal Gatien s'est habitué d'avoir un peu le sang chaud sur un banc. Il est très calme en conférence de presse, très calme quand on lui parle, mais il a un autre visage une fois sur le banc. Mais voilà, je veux dire, par là, à un moment, tous les Clermontois se sont retournés, se sont demandé quoi. Yoann Gatien était le premier à dire qu'il n'avait pas touché de la main. On sait bon, des fois que les joueurs ont un peu de mauvaise foi, mais là, ça n'en était pas un. Voilà. Et ce qui me dérange, c'est cette interprétation qui amène un penalty qui a des conséquences quand même importantes. Ça aurait pu conduire Dunkerque à la défaite, conduire au match nul. En tout cas, ça peut-être empêché Dunkerque Clermont de l'emporter. Donc voilà, c'est embêtant et autant en Ligue 1 il y a la VAR, autant en Ligue 2 il n'y a pas et ça ne me dérange pas, mais dans ce cas-là, qu'on soit plus prudent peut-être sur ces phases de jeu-là. On a un gardien, on a un arbitre qui ont pris un petit peu là pour ce début d'émission. Philippe, un peu plus de bonnes nouvelles avec Sochaux, victorieux ce week-end, qui réalise un bon début de championnat. Bah ouais, pour une fois, je vais être le seul à dire du bien, c'est cool. Oui, moi j'avais envie de parler de Sochaux. Je ne savais pas qu'ils allaient dire qu'ils allaient être plutôt négatifs, mes collègues, mais c'est bien parce que ça va compenser un petit peu. Enfin, en même temps, on a le droit de dire du négatif quand c'est Bien justifié et quand c'est à raison, comme c'est le cas. J'avais envie de parler de Sochaux parce que justement, Sochaux, on a dit beaucoup de choses négatives et difficiles vu ce qu'ils ont vécu ces dernières années. Ils n'ont pas été épargnés avec leurs différents propriétaires, avec Baskonia. Enfin, je vous passe tous les épisodes, on en avait largement parlé. Et là, cette saison qu'on pouvait envisager comme une renaissance, pour le moment, c'est ce qui est en train de se produire. Et je trouve que c'est vraiment agréable de voir ça. Parce que déjà, Sochaux, on l'a toujours dit, ça reste un club historique du football français qui a un public derrière, qui a un gros centre de formation, qui fait beaucoup pour la région. Donc, c'est toujours, je trouve que c'est toujours intéressant de voir des clubs comme ça se relever quand ils sont tombés assez bas. Et c'est aussi parce que ça passe par le jeu, ça passe par le football qui est proposé. Omar Daf a connu la période Baskonia, hein, il est quand même arrivé en pompier de secours. Et c'est vrai qu'au début, c'était pas très emballant les matchs sous Omar Daf. C'était beaucoup de solidité, beaucoup de rigueur. Il fallait prendre des points et il l'a très bien fait puisqu'il avait maintenu le club en Ligue 2 quand il était en difficulté. Il y avait toujours un gros engagement et ça reste sa marque de fabrique. Je trouve que l'intensité que met Sochaux dans ses matchs, elle est toujours là. Sauf qu'aujourd'hui, c'est décuplé avec un jeu vers l'avant qui est beaucoup, beaucoup plus intéressant que ce qu'on pouvait voir au tout début. Alors c'est normal, les joueurs ont évolué, le groupe a pris de la confiance, le coach aussi. Et puis, quand on commence à zéro, c'est plus facile aussi de se dire d'aller prendre les 3 points plutôt que de prendre 1 point pour jouer le maintien. Et j'aime beaucoup ce que fait Sochaux dans la projection en termes de jeu, en termes d'envie. Ça s'est vu aussi grâce au premier but de Joseph Lopi. On voit qu'il y a du monde dans la surface, il y a des milieux de terrain qui se projettent, qui sont là pour reprendre. En plus, il y a eu la blessure de Kitala au premier match à Auxerre. Kitala, c'était quand même la recrue phare, le buteur. Et malgré ça, derrière, les Sochaliens reçoivent 3, qui est une grosse écurie. Et on y va, on joue, on ne se pose pas de questions. On n'a peut-être pas le 9 de métier devant, mais on va se débrouiller avec l'effectif en place. Et je trouve qu'ils ont vraiment compensé tout ça par une super générosité, une vraie envie d'aller de l'avant. Et voilà, moi, quand je regarde un match de foot, c'est ce que j'ai envie de voir. C'est des mecs qui sont sur le terrain, c'est un collectif, une équipe qui se défonce. Et honnêtement, voir Sochaux jouer comme ça contre 3, ça m'a vraiment fait plaisir. Et j'ai hâte de les voir dans 10 jours au Stadium de Toulouse, parce que là aussi, ça pourrait être une opposition de style assez intéressante à suivre. Notre premier invité, messieurs, vient d'arriver. C'est le défenseur du Pau FC, Anthony Scaramozzino. Bonjour Anthony. Bonjour à tous.
Bon, c'est un plaisir de vous recevoir. 35 ans, un CV immense, Nice, Lorient, Sedan, Châteauroux, mais également Laval, la Grèce également, et puis Boulogne-sur-Mer pendant une saison en national, c'était la saison dernière. D'où ma première question, parce que notre dernière discussion ensemble, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Anthony, c'était pendant le confinement, avec cette envie pour vous de rester dans le Nord, où il vous restait 1 an de contrat. Et finalement, vous avez rejoint le Pau FC au début de l'été. Pourquoi ce choix? Bah oui, non, c'est vrai qu'il me restait 1+1 avec Boulogne. Donc je venais Mm. d'arriver, on avait fait une très belle saison, donc c'est passé super bien. Mais c'est vrai qu'après l'opportunité de retrouver la Ligue 2 à 35 ans après 3 ans de national, c'était, je pense, un de mes derniers challenges challenge d'homme, challenge de joueur à réaliser. Et voilà, retrouver la Ligue 2 à 35 ans, c'est une très belle opportunité. Ouais, même avec le Pau FC, hein, parce que j'imagine aussi que ce projet il est intéressant d'un club qui découvre ce championnat, de pouvoir aussi un peu encadrer les plus jeunes. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Le club a des valeurs, il construit sur des valeurs voilà, qui me correspondent. Le fait de retrouver le coach Didier Tolo aussi, avec lequel j'avais pu travailler à Châteauroux. Donc, ça a beaucoup compté aussi. Donc, non, c'est un très beau projet. Je suis content d'être là aujourd'hui. Mm. Est-ce que ton rôle, en dehors de celui bien sûr du terrain qui est prépondérant, est-ce que tu as aussi un rôle voilà, de regarder un peu en profondeur ce qui se passe dans le club? C'est un club qui arrive dans le monde professionnel, qui se structure donc. Est-ce que toi aussi tu donnes des conseils ou pas? Si, bah, c'est pour ça que le coach a fait le choix de me récupérer au POFC. C'est justement d'essayer d'apporter mon expérience au quotidien sur pas le management, mais de ce que j'ai pu connaître, par exemple, à Lens, qui est une Ouais. très grosse structure. Donc après, nous, au Pau, ce sera à notre échelle, mais voilà, de donner quelques petits conseils pour la marche à suivre durant la saison. Dorian. Oui, justement, pour revenir un peu plus sur le terrain, j'imagine que ce premier point, voilà, ça lance la saison pour Pau là, ce week-end, ce premier point acquis à domicile. Ouais, ah bah oui, après la claque reçue à AVA il y a 2 semaines, non, on avait à cœur de retrouver déjà nos valeurs et nos sécurités défensives, chose qui a été faite samedi dernier face à Rodez, voilà, où ils n'ont pas eu beaucoup de situations, ni même d'occasions, où nous, contrairement à il y a 2 semaines, on a beaucoup de situations et on peut mener au score à la mi-temps, donc voilà, c'est des petits détails qu'il faudra régler sur les semaines à venir. Laurent. Ouais, on s'était vu après le match face à VA et tu me disais Ouais. qu'il faudrait que ton équipe apprenne absolument à relever la tête après avoir pris un but, sinon la saison pouvait être très très longue. Et on a vu ce week-end justement, vous avez encaissé l'ouverture du score sur penalty et vous n'êtes Ouais. pas désorganisé, vous avez su revenir. Donc j'imagine qu'au-delà de ce point, c'est un très bon point justement d'un point de vue psychologique, non aussi. Oui, bah, d'ailleurs, on en parlait dans les travers de C'est VA il y a deux ça. semaines. Non, c'est vrai que voilà, on avait des doutes ou des craintes par rapport au caractère de l'équipe, mais on a vu que face à Rodez, pourtant on s'est créé d'énormes situations. La seule occasion qu'ils ont, voilà, c'est le penalty, donc ça nous met un coup sur la tête. Mais on a vu que voilà, c'était les valeurs qu'ils avaient l'année dernière, que voilà, à Valenciennes, il y avait peut-être un petit peu de frustration et d'appréhension. On a mieux géré ce match-là et c'est de bon augure pour la suite. Du coup, ça permet de dire que le match face à VA et la défaite 3-0, c'est un accident, ou en tout cas, c'est une découverte de la L2 à vite oublier. Un accident, non, parce que ce 3-0, on l'a pris. Donc, non, c'est pas un accident. Voilà, on a vu nos erreurs, on a travaillé sur la vidéo, que ce soit offensif ou défensif. Et on a bien avancé par rapport en une semaine face à Rodez. Et on espère avancer avec cette trêve internationale pour justement faire bonne figure à 3. On a vu, Anthony, face à l'équipe de Rodez, que c'était mieux défensivement, mais qu'offensivement, certes, il y avait un petit peu de mieux, que vous êtes procuré des occasions, des situations, mais qui manquait vraiment l'avant-dernier geste, voire le dernier geste. C'est aussi peut-être ça qu'il faut améliorer. Il reste un mois de mercato pour aller chercher peut-être un ou deux joueurs d'expérience. Ah bah oui, c'est ça. De toute façon, on sait que dans le football, le plus dur, c'est marquer des buts. Donc, on ne va pas jeter la pierre aux attaquants. On a des joueurs offensifs qui se créent des situations, Romain s'est créé une très belle occasion ce week-end. Donc voilà, c'est Mm. des joueurs qui savent se déplacer et qui sont mis au niveau en 10 jours. Parce qu'il y a des Romain Armand, c'est des joueurs qui connaissent déjà ce Oui. championnat. Mais voilà, on a vu qu'en 10 jours, il y avait des joueurs qui sont mis très vite au niveau. Et je pense que c'est de bonne augure pour la suite. Après, c'est sûr je pense que le coach et le staff attendent des renforts offensifs. Gaï Sabali, notamment, qui était présent la saison dernière. Ouais, bah, c'est dans les papiers depuis le début de la saison, mais voilà, on sait que ces deux joueurs qui ont fait une grosse saison l'année dernière, qui ont été importants pour la montée, et je pense que leur club actuel veulent les voir ou les essayer à l'échelon supérieur.
Ouais, l'échelon supérieur, c'est la Ligue 1 avec le FC Metz. Il y a eu également eu le départ assez important de Mustapha Namé au Paris FC qui était très important dans l'entrejeu d'Orient. Ouais, bah avec 5 buts marqués la saison dernière, Anthony, est-ce que ça peut être une solution aussi là en attendant de marquer? Ouais, après, C'est vrai. c'était des buts sur penalty. Donc, En tout cas, avec tous ces Il départs, faut c'est un vrai que autre technique. c'est une réorganisation à trouver. Certes, vous n'étiez pas à Pau l'an dernier, mais vous avez joué avec Boulogne. C'était une belle équipe, peut-être même la plus belle équipe du championnat de national. Il y a eu le départ d'un coach, il y a eu le départ de pas mal de joueurs. Et puis l'arrivée de la Ligue 2, c'est vrai que c'est jamais simple de pouvoir s'acclimater. ouais, non, non, c'est pas simple. Mais on a vu que voilà, les dirigeants ont fait l'effort pour garder l'ossature de l'année dernière avec des joueurs comme Antoine Baptiste ou Quentin Daubin. Donc, c'est des joueurs d'expérience, c'est des joueurs qui, voilà, qui connaissent les valeurs du club. C'est, voilà, Antoine Baptiste, c'est notre capitaine aujourd'hui. Donc, il représente très bien les valeurs du club. Après, nous, on essaye d'apporter voilà, notre expérience au sein du groupe. On savait que l'état d'esprit était déjà là l'année dernière. Après, moi, je ne suis pas là pour tout révolutionner ou que ce soit les anciens qui sont arrivés pour tout révolutionner. On est juste là justement pour se greffer, s'adapter au plus vite à ce groupe-là. Donc, et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Laurent. Ouais, tu en parlais tout à l'heure, tu as connu un peu la version Ligue 2 avec l'Ogre Lens, avec des structures très imposantes, des salariés en nombre. Et là, tu arrives finalement dans un club neuf dans le monde professionnel. Est-ce que ça te décontenance pas? Non, après, des fois au quotidien, c'est vrai il n'y a pas le confort qu'on peut avoir à la Gaillette. C'est sûr. Mais non, non, moi, c'est un rôle qui me convient parce que j'ai envie d'apporter aussi ma pierre à l'édifice. Comme on dit, des fois, on a un là, c'est vrai, c'est pas une page, c'est un livre qu'on a écrit avec le FC Pro. Et c'est vrai que chaque week-end, chaque joueur peut écrire leur histoire ou du moins leur ligne dans ce beau livre. Donc, Desmond Bancé l'a fait de la plus belle des manières en marquant son premier but en professionnel et premier but du club en professionnel. Donc, c'est à nous, chaque week-end, voilà, d'écrire une ligne et de remplir ce livre pour j'espère, une belle fin en fin de saison. On découvre le Pau FC, même s'ils ont fait un parcours exceptionnel l'an dernier face au Paris Saint-Germain, notamment en Coupe de France. C'est une équipe qu'on apprend à découvrir en Ligue 2, que pas mal de spécialistes, si je peux dire, les ont placés plutôt dans le bas du classement. Où peut se situer le Pau FC selon vous, Anthony Scaramuzzino? Je dirais entre pour être ouais, franc et honnête, avec les moyens qu'on a et les effectifs, si on compare les effectifs par rapport et les budgets par rapport aux autres clubs, entre la 12e et la première place de non-relégable. Pas relégable donc. Vous n'allez pas dire le contraire. C'est sûr. Vous avez quitté la Ligue 2, c'était en 2017, avant de Ouais. rejoindre Laval et puis après Boulogne-sur-Mer. Comment vous la trouvez? Alors bon, c'est vrai que c'est après 2 journées, mais je sais que vous aimez bien regarder pas mal de matchs. Vous avez dû en regarder en Ligue 2 justement. Comment vous la trouvez, cette Ligue 2, son évolution depuis maintenant plus de 3 ans? Bah, c'est une Ligue 2 qui s'est rajeunie. Hein. Donc, tous ceux de ma génération, maintenant, font tous partie des staffs, que ce soit Yohan Lin ou David Suarez, maintenant qui sont entraîneurs ou directeurs sportifs à Caen. Donc, non, ça se rajeunit. Bon, moi, c'est une bonne chose parce que ça me permet voilà, de continuer à travailler et de rester performant le week-end. Parce que je sais que je serai jugé sur mes performances avant tout. Donc, non, elle évolue dans le bon sens. Il y a beaucoup plus de jeunes, il y a beaucoup plus d'intérêt, il y a beaucoup plus de clubs de Ligue 1 qui viennent pousser en Ligue 2 et en National. Donc, ça, c'est une bonne chose comme quoi, il y a des joueurs qui avaient des parcours qui ne sont pas passés par les centres de formation et qui peuvent arriver pro en Ligue 1, Ligue 2 à 23, 24, 25 ans. Donc ça, c'est une bonne chose. Dorian. Ouais, pour revenir un peu aussi sur la saison passée, c'est vrai que Boulogne, vous restez sur une énorme série au moment où il y a eu l'arrêt des championnats, vous finissez troisième. C'est vrai que toi, tu as eu la chance de monter en Ligue 2 enfin de rejoindre Pau en Ligue 2, mais c'est vrai que Boulogne voilà, a été frustré par le fait que les barrages aient été annulés comme les barrages de Ligue 2. D'ailleurs, ça a dû être quand même assez frustrant à vivre, j'imagine, l'année passée, ça. Ah oui, non, c'est vrai que c'était pendant la période de confinement. Pour nous, les joueurs de Boulogne, c'est très compliqué parce qu'on n'avait aucune décision de la 3F concernant les barrages, la reprise du championnat ou pas. Donc, on ne savait pas si nous, on allait monter, si on jouait des barrages, si le championnat était annulé. Nous, on l'a su qu'au dernier moment. Donc, c'est vrai que cette période de confinement a été très stressante. Pour parler avec les joueurs de Boulogne, on avait beaucoup, dans le mois, on avait beaucoup de mal à dormir. On se maintenait en forme parce qu'on ne savait pas si on allait jouer ces barrages ou pas. Et pour arriver au dernier moment, de dire que tout est annulé et qu'on ne monte pas sur le terrain, en tout cas. C'est frustrant, je pense que vous n'avez pas eu vraiment de considération, en tout cas à l'époque avec Boulogne-sur-Mer, que ce soit de la Fédération française de football ou même de la Ligue de football professionnelle. Ah oui, non, on voit que c'est un championnat qui est, entre guillemets, déjà, c'est pas géré par la Ligue, mais par la 3F. Mais c'est vrai que à l'époque, j'avais déjà mis un tweet, je n'avais pas signé à Pau, mais j'avais mis un tweet comme quoi Pau n'avait pas reçu son trophée de champion, par exemple. Hmm.
Donc, Ligue 1, Ligue 2, ça avait été fait. D1 à Créma, ça avait été fait aussi. Mais c'est vrai que le championnat national, le Pau FC n'avait pas reçu son trophée de champion. Donc, on a vu qu'il y avait un vrai décalage entre Ligue 1, Ligue 2 et le national. Bon, la bonne nouvelle, en tout cas, Anthony, c'est que maintenant, comme vous êtes à Pau, vous êtes beaucoup plus bronzé qu'à l'époque avec Boulogne-sur-Mer. Voilà, je dis ça juste comme ça. Il y a Laurent. du soleil ici. Anthony, juste, même si ça ne te concerne peut-être pas encore, mais ton après-carrière, justement, est-ce que tu milites justement donc, pour une Ligue 3 professionnelle qui rejoindrait donc la LFP? Il y a beaucoup de présidents, de coachs et de joueurs même qui sont pour. Est-ce que toi, justement, avec ton expérience passée, récente, justement, est-ce que tu es pour cela? Ah oui, moi je l'avais dit sur différents réseaux et pas différentes interviews pendant le confinement, justement. Ah non, c'est vrai que les clubs de national ont une logistique de clubs de Ligue 1 et Ligue 2, se déplacent dans toute la France. Et donc, c'est vrai que pour moi, ce serait logique que ça devienne une ligue professionnelle également. Ça, je pense qu'on pourrait faire un long débat là-dessus. Laurent. En parlant de déplacement, Pau a voyagé, je crois, pour la première fois en avion, c'est ça, pour aller sur VA? VA, oui. Comment ça s'est passé? Les joueurs étaient carrément fous. Les joueurs étaient contents. Pour passer 3 ans en national, c'est vrai que nous, on se déplaçait tout le temps en bus, que ce soit à Boulogne ou même à Pau. Donc non, prendre l'avion, partir la journée, partir le matin et rentrer le soir, c'est vrai que c'est un confort inestimable. Rassurez-nous quand même, Anthony, entre Boulogne-sur-Mer et le Gazelle-les-Cages-Ajaccio, il y avait quand même l'avion. Ah oui, forcément. Quand même, vous avez fait peur. Bon, en tout cas, on vous souhaite une bonne saison avec le Pau FC, plein de bonnes choses. Juste dernière question, vous êtes capitaine ou vice-capitaine? Est-ce que ça a été choisi exactement? Parce qu'on parle un peu de vice-capitaine. Non, c'est le coach a choisi 2 capitaines. Donc Antoine Baptiste et moi-même. Et il nous a fait part qu'il choisirait suivant les différents matchs ou les différentes situations. Parce qu'il voulait garder ces 2 tempéraments opposés. Un méditerranéen un peu, pas impulsif, mais et un joueur un peu plus calme. Donc quand il faut gueuler, ce sera Anthony, j'ai bien l'impression. Bon. Exactement. On suivra tout ça en tout cas. Merci beaucoup Anthony. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne saison. Toi aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Anthony Scaramuzino, défenseur du Pau FC. Bon, on poursuit, messieurs, avec le reste de l'actualité. Le 14 septembre prochain sera voté le rachat de Caen par Octree, c'est un fonds d'investissement américain. Le nom du président est déjà connu, il s'appelle Olivier Piqueux, ancien attaquant notamment à Lille, Amiens, Le Mans ou encore à Caen, où il a débuté en pro. Il était manager général d'Angers de 2016 à avril 2020. Messieurs, est-ce que c'est un bon choix, Olivier Piqueux, en tant que directeur du SM Caen d'Orient? Plutôt tendance à dire oui, même s'il n'était pas président à Angers, il était directeur sportif, mais c'était quand même lui, je pense, qui avait quasiment la main mise sur le sportif. Et quand on voit comment il a réussi à développer Angers, c'est un exemple à suivre pour Caen. Angers, ils ont longtemps végété en Ligue 2. Ils ont réussi à franchir le cap, à se structurer d'abord pour monter et ensuite surtout à se maintenir sans jamais vraiment trembler en Ligue 1. Et maintenant, Angers, c'est un club qui s'est ancré en Ligue 1 depuis 5-6 ans, le temps passe vite. Donc voilà, ils faisaient du bon boulot. Alors après, visiblement, oui, il y a eu des tensions. Les conditions de son départ d'Angers sont toujours un peu floues. On sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, il a été remercié en cours de route et lui-même a attaqué le club, je crois, au prud'homme pour contester son renvoi. Donc voilà, c'est sûr qu'il arrive à Caen avec cette fin d'aventure un peu amère du côté d'Angers. Mais en tout cas, sur le côté, je pense, structurer le club et savoir l'expérience de savoir ce qu'il faut faire pour bâtir un projet pour monter en Ligue 1. Moi, je me fais pas de soucis là-dessus. Je pense qu'Olivier Piqueux, du coup, c'est un bon choix. C'est quelqu'un qui connaît très bien la Ligue 2. Olivier Piqueux, qui est donc le président de Caen. Quelque chose à rajouter, Philippe, Laurent? Pas grand-chose. Philippe? Ouais, quand même. On va voir maintenant, quand la nomination sera effective, justement, s'il y aura déjà des premiers choix forts qui seront faits au niveau du recrutement, mais peut-être aussi au niveau du coach, voir s'il y a des choses qui peuvent changer ou pas. On a vu avec Guingamp, Gravelaine a perdu visiblement plusieurs mois avant de prendre la décision qu'il voulait prendre rapidement. Est-ce que à Caen, Olivier Piqueux et Pascal Duprat vont cohabiter, vont travailler ensemble? On ne sait pas et ce sera une interrogation. Après, pour rebondir sur ce que dit Philippe, déjà, Olivier Piqueux a indiqué qu'il continuerait avec le directeur sportif Johan Eudlin et avec le directeur général Arnaud Tanguy. Donc déjà, on sent
pas une volonté de tout révolutionner non plus de la part d'Olivier Piqueux. Enfin, en tout cas, d'arriver avec ses hommes à lui. Lui, il veut plus, je pense, imposer sa vision, amener sa vision des choses en harmonie avec avec ceux qui sont déjà en place, plutôt que tout changer. Donc moi, En tout cas, je pense pas que sa volonté soit de se séparer de Pascal Duprat et de mettre quelqu'un à lui, entre guillemets. Je pense qu'il va faire confiance à Pascal Duprat et après, évidemment, si les résultats sont pas à la hauteur, il prendra des décisions. Mais honnêtement, je crois pas qu'il va y avoir un énorme bouleversement tout de suite. une quasi-certitude, en tout cas, le 3-5-2 a vécu à Caen et ça devrait revenir en 4-4-2 chez Pascal Duprat, comme il l'a indiqué ce week-end. Mais il compte bien évidemment sur des recrues, puisqu'il a répété qu'il avait hérité de cet effectif non retouché au mercato hivernal de la part de Rui Almeida. Donc, il avait dû faire avec. On le jugera donc à partir du 5 octobre. Bon, dans l'actualité aussi, il y a Amiens qui a perdu 2 éléments assez forts de son effectif, notamment de l'an dernier en Ligue 1. Thomas Monconduit qui prend la direction de Lorient et pas très loin de lui, le premier buteur de la saison pour les Picards, c'est Serhou Guirassy qui a lui rejoint Rennes et qui a d'ailleurs joué son premier match avec Rennes ce week-end. 2 départs qui peuvent poser quand même des questions, qui peuvent poser aussi des soucis pour la formation amiénoise. On avait eu Régis Gertner, le gardien, la semaine dernière. Qu'en pensez-vous justement de ces 2 départs inquiétants pour le club d'Amiens? Laurent, Dorian? Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, au contraire. D'accord. Pourquoi? Parce que Thomas Monconduit, il jouait pas et il voulait partir. Donc, autant se libérer d'un joueur qui n'a plus l'esprit tourné vers Amiens et comme ça, tout le monde est gagnant finalement. Lui rejoint Lorient et l'entraîneur n'a plus à se soucier d'un élément qui veut plus être là. Et puis Serhou Guirassy, c'est pareil. Alors, il a joué le premier match, mais il n'avait pas joué le match de préparation. Non, alors attention, il ne faut pas que ce soit mal interprété ce que je dis. Serhou Guirassy, il était exemplaire. Il s'est entraîné, il n'a pas manqué une séance, il a marqué, il a joué, il a marqué. Mais il ne s'inscrivait pas dans la continuité. Donc, c'est pareil. Il vaut mieux pour l'entraîneur pouvoir travailler avec des joueurs qui vont rester toute la saison plutôt que de compter sur Serhou Guirassy dont on sait très bien qu'il va quitter le club. Donc c'est bien, Serhou Guirassy, il a été exemplaire, il a filé un coup de main et il a apporté 3 points qui font beaucoup de bien à Amiens aujourd'hui. Maintenant, il est parti à Rennes, c'est ce qu'il voulait, donc tant mieux pour tout le monde, encore une fois. Par contre, aujourd'hui, là, Amiens doit passer à la vitesse supérieure pour recruter, par contre. Oui. Parce que les départs, les départs depuis le début de saison, ils s'enchaînent, mais les arrivées, elles ont un peu plus de mal à se concrétiser. Donc, il y a déjà 2 journées de passé. Là, il faut profiter de la trêve internationale pour recruter parce que sinon, les points qui sont laissés en route, ils ne se récupèrent plus. Donc, c'est une bonne nouvelle que ces 2 éléments-là puissent aller en Ligue 1 et continuer leur carrière en Ligue 1. Mais maintenant, Amiens doit passer à la vitesse supérieure pour recruter. Ouais, et puis Amiens qui manque quand même de certains joueurs d'expérience de Ligue 2 et on sait que c'est toujours très très important. Bon, rapidement, la grosse actualité, on va en parler avec Pierre-Henri Dufay dans un instant, journaliste à Radio Bonheur en Bretagne. C'est donc Guingamp qui s'est séparé de Sylvain Dito. J'aimerais avoir votre avis allez, chacun 30 secondes. Est-ce que c'est une bonne décision de la part de Xavier Gravelaine d'avoir décidé le départ de Sylvain Dito et l'arrivée de Mecha Bazdarevic? Qui veut commencer? Allez, Laurent. Et d'un regard extérieur, on va dire que c'est surprenant. Le timing surprend. Voilà, ça fait que 2 journées de passé. Il y a eu un non-match face à Niort. D'ailleurs, c'était l'excuse avancée notamment par Xavier Gravelaine, même si on le sait, les 2 hommes ne pouvaient pas bosser ensemble. Voilà, je pensais que la préparation avait amené un nouveau souffle, un nouveau groupe à Guingamp. Sylvain Dito me l'avait dit d'ailleurs il y a une quinzaine de jours quand je l'avais eu. J'avais fondé beaucoup d'espoir sur cette équipe-là et je voulais voir Sylvain Dito encore un petit peu plus longtemps à la tête de cette en avant. Philippe. Bonne décision ou pas, je ne sais pas. C'est sa décision. Voilà, d'un extérieur, je la trouve effectivement logique s'ils ne s'entendaient pas et que ce n'étaient pas prêts à travailler ensemble. On jugera Xavier Gravelaine à la fin de la saison sur les résultats du club et du travail du nouvel entraîneur choisi. En tout cas, là, le joker est utilisé. Donc maintenant, on verra les résultats. Dorian. Pareil que mes collègues, timing hyper surprenant, mais d'un autre côté, je me dis, quitte à changer de coach, autant le faire au plus vite, entre guillemets, et profiter de cette trêve pour que Mecha puisse prendre ses marques, et puis avoir le temps Voilà, il reste 36 journées, donc il y a vraiment le temps d'imposer sa patte. Bon, le départ de Sylvain Dito, l'arrivée de Mecha Bazdarevic, on va en parler avec un spécialiste du club guingampais. Il s'agit de Pierre-Henri Dufay. Bonjour Pierre.
Bonjour à tous. Vous êtes journaliste à Radio Bonheur. Vous suivez Guingamp tout au long de la saison. D'abord, est-ce que vous êtes surpris par cette annonce, le départ de Sylvain Didot? Surpris, oui et non, parce que on sentait qu'il y avait de la tension dans l'air depuis quelques temps entre Xavier Gravelaine et Sylvain Didot, notamment sur quelques dossiers du mercato, celui de Romao qui était souhaité par l'un et pas forcément par l'autre, mais pas aussi vite, ou alors plus tôt. C'est-à-dire que à partir du moment où Xavier Gravelaine est arrivé, on s'est dit bon, est-ce qu'il va tout chambouler au staff? Est-ce qu'il va garder Didot? Donc, on était parti comme ça pour finalement se rendre compte au bout de 2 matchs que ça n'allait pas fonctionner. Donc, est-ce que c'est un bon choix? Seul l'avenir le dira, parce que si ça se trouve, Guingamp va monter et on pourra dire que c'est un bon choix de la part de Gravelaine, mais c'est vrai que le timing interpelle. Le match contre Niort, oui, a été manqué, mais est-ce que c'est une raison suffisante pour le limoger? Je pense qu'il y a beaucoup d'autres raisons. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard, mais voilà. Surpris, oui et non, parce que je pense que sur le long terme, ça n'allait pas fonctionner, mais vraiment le timing, on aurait préféré peut-être que ce soit avant la préparation ou peut-être au bout de quelques mois si vraiment les résultats n'allaient pas. Laurent? Ouais, non, parce qu'on s'attendait, on s'attendait s'il y avait eu un départ de Sylvain Didot. Déjà, on ne s'attendait pas, nous, à un départ, qu'il ait plus lieu avant le début de la préparation plutôt que là, après 2 journées. Un match raté contre Niort, certes, mais finalement un bon point pris à Nancy. Moi, c'est une question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que Xavier Gravelaine, on va dire, est dans son bon point, ou en tout cas, est-ce que ces raisons paraissent suffisantes? Alors, les raisons officieuses peut-être, mais les raisons officielles, j'ai écouté ce qu'il a dit hier, je crois que c'était chez nos amis de Bein Sport, c'était que le match contre Niort avait été manqué, mal abordé, notamment le schéma tactique, le 3-5-2 qui avait été adopté, qui avait été très séduisant sur quelques matchs de préparation. On se disait que ça pouvait être quelque chose qui pouvait fonctionner en Ligue 2. Mais moi, je me suis fait une réflexion sur la justification de Xavier Gravelaine sur le non-match contre Niort. Je me suis dit, mais est-ce qu'au premier non-match sous Bazdarevic, il va prendre cette décision-là? Je ne pense pas. Non, je pense que c'était vraiment que ça ne collait pas au niveau peut-être de l'entente entre les deux hommes. Didot n'était pas l'homme de Gravelaine. C'est vrai que quand on installe un directeur sportif, un directeur du football même plus précisément, on se dit qu'il va arriver avec son entraîneur. Je pense que Bazdarevic c'est beaucoup plus son choix que Didot. Donc voilà, on va attendre de voir la suite, mais c'est vrai que la justification donnée hier n'a pas franchement ravi, satisfait, mais bon, encore une fois, à voir la suite. Ouais, pour la suite de ma question, c'est juste parce que moi j'avais regardé le match face à Lorient en préparation, donc la semaine avant le début de saison, on avait senti quand même un groupe totalement autre que la saison passée, un bloc bien compact, même un beau jeu par moment. Donc déjà la défaite face à Niort est de ce point de vue-là incompréhensible. Et de deux, on a l'impression quand même que Xavier Gravelaine est vraiment l'homme fort du projet Guingampais depuis son arrivée. Et on a senti lors de sa conférence de presse dimanche prendre énormément ses responsabilités. Il a dû répéter une 50aine de fois jeu au lieu de nous. Donc c'est vrai que là aussi, ça surprend. On a l'impression que, voilà, que c'est lui qui a pris les décisions, qu'il les impose peut-être pas, mais voilà, c'est lui qui a pris les décisions et est-ce qu'il les assumera? Apparemment, là, il les assume puisqu'il l'a dit en conférence de presse. Mais moi, je suis plutôt d'avis si vous nommez un directeur du football pour gérer le sportif, parce que c'est ce qui manquait à Guingamp. C'est vrai que historiquement à Guingamp, les grandes périodes, c'est quand un entraîneur avait toutes les clés. Il y a eu Smeriki dans les années 90, Lacombe au tournant des années 2000 et Gourvenec en 2010. Là, c'est une position un petit peu différente. On donne les clés à un directeur du football qui assume donc ses responsabilités. Est-ce qu'il voulait se séparer de Didot plus tôt? Peut-être. Est-ce qu'il a pu le faire? Peut-être pas. Sachant que en plus Didot n'avait pas ses diplômes. Il a été intégré à la formation, donc est-ce que c'était le bon moment pour se séparer de lui? Voilà, c'est un grand flou qui entoure Guingamp en ce moment. Peut-être que ce sont juste des petites secousses du début de mandat de Gravelaine et peut-être que ce sera une réussite, sa prise de pouvoir. Mais voilà, c'est vrai que, encore une fois, je répète, peut-être le répéter 50 fois, c'est le timing qui surprend vraiment à Guingamp.
Ouais, c'est ce que vous avez mis d'ailleurs sur votre compte Twitter, avec une certaine incompréhension finalement de la part de la direction après 2 journées. En effet, il y a eu la défaite face à Niort et puis également le match nul ce week-end à Nancy-Dorian. Ouais, non, juste pour avoir un peu un avis de quelqu'un qui suit beaucoup plus Guingamp que nous au quotidien, le bilan de Sylvain Didot de la saison dernière, il nous paraissait plutôt bon. Alors, on va pas dire fantastique parce que Guingamp aurait, je pense, pu être plus proche du top 5, même si le départ avait été manqué sous Patrice Lair. Mais il nous semblait quand même que Sylvain Didot avait plutôt remis à l'endroit cette équipe, même si ça manquait de régularité dans les performances. C'est pour ça que moi je suis surpris aussi après 2 journées seulement parce que bon, voilà, je pensais qu'on allait lui laisser un petit peu plus de temps quand même pour ce début de saison après la saison dernière. C'est vrai, c'est ce qu'on espérait. On semblait parti pour ça. On espérait un peu plus de stabilité parce que le règne de Patrice Lair était très court. Ce qui a été étonnant dans la prise de pouvoir de Didot, et là où ça a peut-être mis aussi le président Desplat peut-être pas en porte-à-faux, mais dans une position indélicate, c'est que l'intérim de Didot sur ces 2 matchs est presque parfait parce qu'il y a une victoire 3-0 contre Le Mans, 4-1 contre Rodez. À la fin du match contre Rodez, il y a une grande partie du public qui scandait son nom. C'était peut-être pas le choix premier de mettre Didot, qui en plus n'avait pas ses diplômes, donc il fallait trouver une solution pour le mettre à la tête de l'équipe. Les joueurs aussi louaient le travail tactique, le fait que il le disait un petit peu, vous savez, toujours quand il y a les réactions en zone mixte, faut comprendre un peu entre les lignes. Est-ce que c'était bien fait de la part de Patrice Lair? On ne sait pas. En tout cas, là, ils appréciaient vraiment le fait que Didot soit méticuleux, qu'il connaisse bien les adversaires, qu'il travaillait bien. Donc, il y avait vraiment une vague d'optimisme. On s'était dit en plus, c'est pas trop tard, on n'est pas si loin que ça, notamment du top 5. Et puis, il y a eu cette irrégularité qui n'a jamais permis à Guingamp de franchir des caps. Ce qui était très étonnant, c'est que pendant la première partie de saison, Guingamp cartonnait contre les petits, entre guillemets, les mal classés du championnat et avait du mal contre les gros. En seconde partie de saison, il réussissait contre les gros, il perdait contre les mal classés. Je pense à Rodez et Le Mans sur les 2 derniers matchs, alors qu'il y avait eu un bon match nul contre Lens et une victoire contre Lorient, qui a été sans doute le plus beau match de l'année dernière. Voilà, il y avait une irrégularité. Est-ce que l'ambiance interne aussi allait pousser cette équipe à en faire plus pour être plus régulière? Je pense qu'il y a eu un problème aussi là-dedans. Peut-être que des joueurs étaient un petit peu au bout d'un cycle dans cette saison, donc ça n'aidait peut-être pas tout le monde à tirer dans le même sens. Le bilan de Didot n'est pas mauvais, mais c'est vrai que à Guingamp, surtout dans cette période actuelle où on entend un résultat instantané, on sort de 6 ans de Ligue 1, donc les supporters veulent tout de suite y retourner. Ils oublient qu'on avait mis beaucoup de temps à revenir en Ligue 1 entre 2004 et 2013. 8e pour une saison de descente, c'est pas insultant, c'est pas révoltant. Il a manqué 10 matchs en plus. Donc voilà, il a manqué 10 matchs. Même si, bon, ils avaient quasiment tiré une croix, parce qu'il y a eu un nul contre Sochaux et 2 défaites pour terminer, donc c'était quasiment mort. Mais voilà, on voulait voir ce que l'an 2 de Didot allait donner. Ben, on ne pourra jamais le voir, hélas. Philippe. Oui, pour revenir au présent, est-ce que du coup, tu as une idée de la marge de manœuvre qu'aura Mecha Bazdarevic? Je pense notamment au mercato qui n'est pas terminé. Est-ce que justement cette arrivée et ce changement va aussi relancer le mercato pour Xavier Gravelaine? Alors, peut-être attendait-il de, entre guillemets, régler le cas Didot pour avancer sur d'autres postes. Il y a aussi un événement qui est arrivé à Nancy, la terrible blessure de Félix Eboa, qui pourrait du coup faire que Guingamp va se positionner sur un défenseur central. Bazdarevic hier a dit que l'effectif lui paraissait homogène ou en tout cas suffisant pour arriver aux hautes ambitions de Guingamp. Gravelaine de son côté a l'air quand même de chercher notamment encore un attaquant, peut-être un milieu de terrain, un défenseur, peut-être un joueur par poste. Au-delà du mercato, ça peut-être relancer certains joueurs qui étaient un petit peu écartés par Didot. On pense à Valdivia, qui était avec l'équipe réserve, même si il a eu du mal l'année dernière, peut-être que ça va le relancer, on ne sait jamais, il ne faut jamais enterrer personne. Des joueurs comme Poati aussi, qui n'apparaissaient plus dans l'équipe de Guingamp. Voilà, ça peut être relancer le mercato d'une part, je pense qu'il y aura encore 2-3 recrues, mais aussi peut-être d'autres joueurs. Avant de vous laisser, Pierre, des dernières questions. Dorian, notamment. Non, ce n'est pas une question, c'est juste pour dire qu'il y a Christophe Kerbra qui est libre. Sinon. Aussi. La légende. Non, mais, oui.
J'ai une Laurent. question, moi, c'est à quoi on peut s'attendre de Mecha Bazarevic, de son projet de jeu? Il a tenu une conférence de presse hier. On le sait, il a réussi notamment du côté de Paris, mais en prenant un jeu plutôt axé sur la défense, un bloc solide. C'est pas forcément ce qu'on attend du côté de Guingamp. Voilà, à quoi s'attendre de l'ère Bazarevic qui va s'ouvrir là? Bah, quand on regarde, on a étudié un petit peu le profil de Bazdarevic pour préparer nos émissions. On voit surtout qu'il réussit beaucoup ses premières saisons à Istres en 2003-2004, qu'il amène en Ligue 1, à Grenoble, qu'il amène en Ligue 1, à Paris, qu'il amène aux portes de la Ligue 1 il y a 2 ans. Là, l'inconnu quand même, c'est qu'il n'a pas fait la préparation, il n'a pas eu son mot à dire sur le mercato. Alors, il récupère quand même un effectif parmi, je pense, les 3 à 5 meilleurs de Ligue 2, voire plus. Donc, il va falloir qu'il connaisse le groupe. Là, il a de la petite trêve pour pouvoir le faire. Après, à Guingamp, je ne sais pas forcément si le public attend du beau jeu, que ce soit flamboyant. Je pense que ce qui a manqué à Guingamp ces derniers temps, c'est que le public puisse se reconnaître dans l'équipe à travers le combat, à travers le don de soi. On aime beaucoup à Guingamp des joueurs comme Mustapha Diallo qui n'hésitait pas à mettre le pied. On voit que Sampaio, le défenseur brésilien, qui est très caractériel, enfin, on voit avec beaucoup de charisme, a séduit pour son premier match à Guingamp. Donc, je pense que le public veut d'abord, avant le jeu, retrouver une équipe fidèle aux valeurs de Guingamp, des valeurs qui sont un peu bafouées aussi dans d'autres sphères du club. Déjà retrouver l'âme du club dans l'équipe. Après, peut-être que les résultats suivront. Bazdarevic a quand même de bonnes stats, ou en tout cas de bonnes, je trouve pas le mot, mais de bonnes références en Ligue 2. Voilà, exactement, pour pouvoir avoir l'espoir que ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que là, on est un petit peu dans le flou. Et est-ce que c'est Bazdarevic avec Gravelaine qui vont pouvoir remettre toute l'équipe première à flot? On l'espère, mais pour l'instant, il y a beaucoup de doutes. Un dernier mot, Laurent. Ouais, juste, il y a aussi du doute par rapport au gardien, Larsen, qui a été exécrable sur ces 2 matchs. Est-ce que là aussi, il y a une réflexion qui va être portée? Parce qu'à un moment, les fautes de Larsen, on ne peut pas parler de malchance sur les fautes qu'il fait, notamment sur les 2 dernières du côté de Nancy. Il y a des fautes de main, fautes de sortie. Là, on rentre. Est-ce que c'est une erreur, tout simplement, de recrutement? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de le dire après 2 matchs? Je pense que ce serait précipité de dire que c'est une erreur de recrutement parce qu'il avait quand même des gages au Danemark. C'était le gardien capitaine de Nord-Jylland, qui est quand même un club qui est assez régulièrement en Coupe d'Europe. Donc, je pense que c'est pas un peintre, Larsen. Ce qui est très étonnant quand on suit Guingamp, c'est que ces matchs de préparation avaient été très solides. Je crois que c'est toi qui as vu le match contre Lorient. Ouais. Il sort de 3 arrêts. Il avait été bon. Ça me surprend, en fait. C'était pour ça. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que contre Brest aussi, il sort de belles parades. Il avait bien anticipé aussi. Maintenant, comment peut-on expliquer cette fragilité? Est-ce que c'est le fait de quitter son pays pour la première fois? Est-ce que c'est le fait qu'il se soit mis trop de pression sur le premier match contre Niort? Il manque sa sortie sur le but d'Imnouba, donc peut-être que ça ne met pas dans les bonnes dispositions non plus pour être en parfaite confiance. Souvent, on dit que pour lancer un match, un gardien, il a besoin de faire une intervention décisive. Voilà, peut-être que pour lancer son aventure guingampaise, il a besoin d'un match référence. Si Dido était resté, je pense que Larsen aurait eu sa chance encore pendant 2-3 matchs, parce que s'il continue ses bévues, il va évidemment pas rester sur le long terme. Il y a Basilio qui est arrivé en tant que numéro 2. Les gardiens, ça a été un chantier aussi pour Gravelaine à son arrivée, après les départs de Caillard et Guivarch qui n'avaient pas donné toute satisfaction. Voilà, mais on a vu aussi l'année de Ligue 1 que Jonsson avait été très fébrile, alors qu'on l'a vu en Coupe d'Europe contre Manchester avec Copenhague, il a fait un match extraordinaire. Donc voilà, c'est étonnant parce que Larsen vient de cette même filière danoise-là, enfin du championnat danois, pardon. On a envie de le revoir un peu, mais attention, c'est vrai, à pas rééditer ses erreurs, parce que là, clairement, contre Niort, c'est un point qui s'est envolé. J'avais vraiment du mal à voir Nancy revenir dans le match samedi, parce que quand on marque le premier but, c'est logique. Guingamp maîtrisait le match. Il y a Pelé qui manque une balle énorme de 2-0 et 2 minutes après, il y a le but de Nancy. Guingamp devait gagner ce match à Nancy. En tant que prétendant, Guingamp se devait de gagner ce match-là, avait tout fait pour. Et les erreurs de son gardien ont été fatales. Quand on voit Leroy à Ajaccio, notamment, qui a fait gagner beaucoup de points l'année dernière, on sait qu'une montée, ça se joue avec un bon gardien. Donc, il va falloir régler ce problème très vite avec Larsen ou avec Basilio.
Et aucun jeu de mots sur Larsen d'ailleurs, hein, quand même, messieurs. C'est bien, je vous félicite. Notamment Dorian, je sais qu'il en avait pas mal en stock. Non, pas du tout. Quand ça ira Guingamp, mieux, quand ça ira mieux. Oui. voilà, quand ça ira mieux, on pourra les faire. Guingamp qui affrontera Le Havre, c'est la prochaine journée. Rendez-vous le 12 septembre prochain, parce qu'il n'y a pas de match ce week-end. C'est la trêve internationale. Merci beaucoup, Pierre-Henri Dufay, d'avoir été avec nous. On vous Merci écoute à vous pour également l'invitation. sur Radio Bonheur en Bretagne. Merci. Merci, Pierre. Bonne Merci continuation. beaucoup, Pierre. Merci. Au revoir. Merci. Bon, messieurs, on va maintenant passer au Paris, ma Ligue 2. On ne l'avait pas eu la semaine dernière parce que Philippe n'était pas présent. Il n'a pas signé l'avance d'ailleurs. Hein, pour ceux qui ont suivi le petit sujet, Philippe, les croisés, les fameux croisés que tu as pu avoir. Hein. C'est ça. Mais du coup, je me suis refait sur les paris ce C'est week-end. déjà bien. Ouais, vu que j'ai pas eu un gros contrat, du coup, j'ai dû faire des grosses cotes, comme disent Winamax. Donc oui, pas de paris dans le podcast. Par contre, on donne toujours les paris sur le compte Twitter et puis sur maligue2.fr. Chaque semaine, vous avez droit à votre article. Donc, on a passé des petites cotes sympas, notamment le but sur penalty à Niort-Chambly. La cote était à 4,25 avant le match. On avait bien senti que M. Varela aurait envie de se faire remarquer. Chambly a pris l'eau pendant tout le match et Varela a offert un petit penalty qui a permis de marquer le but. Ça nous a permis aussi de compenser ce qu'on avait en fait proposé Niort en pré-match à 2,40. C'est pas passé. Niort a fait un poteau, a égalisé à la fin, a eu beaucoup d'occasions, mais n'a pas marqué ce deuxième but. Et on a également un petit combiné, je crois que Laurent pourra en parler, parce qu'il l'avait complété. Exactement. On avait mis le but de Clermont à Dunkerque et le but de Rodez. Les deux ont été marqués en deuxième mi-temps. Je crois que tu as joliment complété ça avec deux autres Avec un avantage, une victoire gagnée, une mi-temps gagnée par Clermont. Donc Clermont a gagné la deuxième mi-temps du côté de Dunkerque et le nul entre Nancy et Landavant. Voilà, nul Et Grenoble, heureux. Non, nul t'as entre pas- Nancy t'avais et pas- Landavant, nul heureux à la Nul. dernière seconde, mais ça passe. Ça a bien payé. Et puis voilà. Et donc cette semaine, Winamax va remettre des paris long terme, notamment concernant la montée, la relégation, le top 3. On attend le top 5 éventuellement. Et là, on proposera sûrement des choses, notamment pour le top 5. On attend 2-3 cotes. En tout cas, sachez que la montée de Toulouse dans le Ligue 1 est toujours cotée à 9. Je ne sais pas qui est assez fou pour la prendre. Moi, même à 100, je ne la prendrai pas. Par contre, la montée de Grenoble est à 130. Donc, vu que Dorian, ça faisait partie de ton top 5, tu peux toujours mettre quelques centimes. Ça reste plus intéressant que. La montée, c'est compliqué parce que même, je les vois peut-être aller, même s'ils finissent 5e, il faudrait passer les playoffs et les barrages. Donc la montée, c'est compliqué. Peut-être top 5, avoir la cote du top 5. Et la relégation du TFC, elle est à quel Alors cote ? Winamax n'a pas encore sorti les cotes. Par contre, on avait vu qu'en tout début de saison, enfin, pas remis les cotes, mais on l'avait vu en tout début de saison, la cote était à 200. Donc assez sympathique pour ceux qui ont mis la petite pièce. Et là, je pense qu'elle ressortira pas à 200 par contre. Je vais mettre Toulouse qui va gagner le championnat. Tiens, je vais mettre 10 € et puis on en reparlera justement au mois de mai pour dire que j'étais visionnaire. Bon, allez, on va passer maintenant au quiz avec donc Laurent qui a 2 victoires, 2 défaites pour Dorian, 1 défaite pour Philippe qui n'était pas présent la semaine dernière. Le thème du jour, comme la dernière fois, vous allez devoir m'en citer à chaque fois, bien évidemment. Si vous ne trouvez pas que vous répétez la même chose que l'un de vos coéquipiers, eh ben, c'est fini pour vous. Les clubs de Ligue 2 qui n'ont joué qu'une ou 2 saisons depuis 2010, Pau et Dunkerque ne comptent pas. Voilà, Pau et Dunkerque, par exemple. Depuis 2010. Comme toujours, Dorian, Wikipédia. On le voit taper, on le voit. Non, je tape sur mon Word pour me lister au cas D'accord, où les clubs sont cités. Non, mais si je triche. Donc les clubs de Ligue 2 qui n'ont joué qu'une ou 2 saisons depuis 2010 en Ligue 2, bien évidemment. Une ou deux. Ah, mais qui sont peut-être montés ou qui sont. Ah, ok. Voilà, c'est ça, qui ont peut-être fait. La plupart n'ont pas fait l'ascenseur. Ok. Est-ce que vous êtes prêts, Philippe ? Tiens, justement, on va commencer ensemble. Eh ben, je vais te dire Monaco. Monaco, c'est une mauvaise réponse. Allez, éliminé. Ils ont fait 2 saisons ? Non, 3. À regarder. Alors attendez, Monaco, je regarde. Ils ont fait 2009, 2010, 2011. Ils sont montés en 2. Il y en a un, ils sont montés la deuxième saison. Attends, entre 2010 et 2020, ils ont fait. Entre 2000, ils sont montés en 2000. Ils sont montés en 2012. Est-ce que je me suis trompé ? Je vais regarder justement. Je pense que tu t'es trompé. Mais peut-être c'est moi qui me trompe. Parce que les Russes sont arrivés au bout de 6 mois. Les Russes sont arrivés, ça a on est monté l'année d'après.
Ouais, Ah ouais, ouais. Je pense que c'est 2 ans. Je Pour me moi, c'est suis 2 ans. trompé. Bonne réponse. Voilà. Merci. C'était pour savoir si vous suivez en même temps. Ouais. C'est très bien, impeccable. Merci. Il prépare En son effet. prix, c'est même pas fait. Hein, n'importe quoi. Laurent, tiens, justement. Allez. Chambly. Chambly, bonne réponse. Ah, Dorian. je me l'enlève parce qu'elle était notée, tu vois. Rodez. Rodez. D'accord. Bah oui, en effet, bonne réponse. Précision, c'est depuis 2000, c'est ça ou depuis 2010. 2010. Depuis 2010. Depuis 2010. D'accord. Il y en a encore quelques-uns, il y en a encore 9 à trouver. Ah ouais. Là, j'hésite entre 2, tant pis. Je vais dire Bastia. Bastia, lequel? Lequel Sport- Bastia? C'est à Bastia ou au Sporting, Sporting? il l'a répondu. Non, Sporting. l'autre, le CA Bastia. Le CA Bastia, c'est une bonne réponse. Bah oui, il y en a Ah qu'un. là là là. Voilà. Ah là 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 là. Laurent. C'est petit. Ouais, c'est moi, oui. Le Gazélec. Le Gazélec, non. Pour moi, ils ont fait Non. 2 saisons. Non, ils sont montés, ils sont montés, ils sont descendus. descendus. Ils sont restés 2 saisons. maintenus. Ah, ils sont restés Ouais. 2 saisons, c'est vrai. Donc ça fait Bon. 3 au total. Dorian. Il n'y aura pas de 3e victoire pour Laurent. Exceptionnellement, mais bon. Là, J'ai envie de tenter entre 2010 et 2020. Oui. Or, Pau et Dunkerque. J'ai envie de tenter, je suis vraiment pas sûr, mais j'ai envie de tenter Evian. Bonne réponse. Ouais. Bonne réponse, c'est Tout juste. Evian. Philippe, Joué. il en reste 7. Ouais, bah là, je pense que je vais perdre parce que j'ai le FBBP, mais ils ont fait 3 saisons pour moi. Mais je vois pas d'autres. Il n'y a plus qu'un seul. Arles-Avignon? Non, ils ont fait plus aussi, Arles-Avignon. Ah, Ils ont fait 3 saisons. Istres. Istres, non plus. Non, c'était Non, avant. moi ah oui, bah non, Ah oui, j'ai pardon. gagné du coup. Attends, C'est Dorian qui a gagné. Eh ben, Edor- Ah non, attends, faut Non, qu'il mais en j'en ai donne un, un. j'en ai Ah un, oui, j'en ai un. oui, j'en ai un. Dorian, ouais, Vas-y. oui, obligatoirement. Quoique, attends, j'en ai un. Attends, je réfléchis. Est-ce qu'il va y avoir un Attends, j'ai un un gagnant, doute. ça se trouve? Parce Non. que j'ai envie de dire Le Mans, mais T'as envie de Le dire Mans Le Mans. Le Mans. Le Mans, non. Le Mans, Ah. Ils non. sont descendus en 2013. Exactement, ils ont fait Ah, 4 je me suis saisons au dit comme- total. Il y avait finalement quelque chose que Philippe a dit, le Sporting Club de Bastia. Oui, ah bah oui, du coup. Ah, je bah vais voilà. pas jouer parce qu'on l'a Il dit. Il y avait Strasbourg, il y avait Ah oui, ils sont Amiens, montés tout de suite. il Ah y avait oui, exact. également Vannes, Bah, il Toulouse. y avait Ah oui, Boulogne-sur-Mer, il y avait Béziers, il y avait QRM. Ah Tous oui, ces mais clubs-là. voilà, bah, ceux-là, Oui, c'était bien facile. sûr. Donc du coup, personne ne Personne n'a gagne. gagné, personne n'a Ah, gagné, il c'était- fallait. Voilà. Ah oui, Voilà. Non, on Béziers, en a bien donné un sûr, plus que Béziers, Laurent QRM. quand même. Ah non. Le Ah, quiz, si. c'est très Nous, simple. on a donné 2. On a un Quand je ne demi-point. gagne pas, personne Je ne crois. gagne. C'est On voilà. a un demi-point avec Dodo. Ah, c'est Ah, vrai. demi-point. Ah On bah verra ouais, ça. moi, On verra ça en fin de saison. Tiens, si ce demi-point Ah, il va putain, c'est compter. pas Bon, merci beaucoup en tout cas, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine pour ne pas parler de la 3e journée parce qu'elle n'aura pas lieu, mais pour justement l'évoquer. À part Dorian, pas la semaine prochaine, c'est ça? Ouais, petite semaine de vacances. Voilà, Aïe, aïe, tranquillement. aïe, On va aïe. profiter de la trêve comme les joueurs pour se reposer un peu. Bah, bien raison. Bon, Philippe, Laurent, rendez-vous la semaine prochaine. Vous aussi, bien Au évidemment. poste. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager un petit peu partout. Merci, messieurs. À la semaine prochaine. Merci Merci Maxime. beaucoup, Maxime. À Salut. plus. Ciao.